Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Etc, votre rendez-vous mensuel pour décrypter l'actualité juridique et patrimoniale. Et aujourd'hui, on va parler mariage, pax, concubinage, quelles que soient les formes, en tout cas d'union. Le notaire est en première ligne pour organiser, sécuriser, parfois rééquilibrer aussi les rapports patrimoniaux entre deux personnes qui font le choix de vivre ensemble. La palette d'outils, d'ailleurs, elle est assez large à la disposition, mais on sait bien que chacun de ces outils, en tout cas, engage la vie économique du couple et souvent celle de la génération suivante. Alors le thème aujourd'hui, l'organisation des relations patrimoniales au sein du couple, c'est le thème donc de ce 11e numéro d'Etc. Une thématique qu'on déclinera bien sûr dans nos rubriques habituelles, l'immobilier avec un focus sur la protection du concubin survivant et puis rubrique affaires autour du foyer fiscal du couple et puis notre leçon d'histoire habituelle. Etc. Ça commence maintenant. Bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau d'Etc. Marc, directeur donc, du Cridon Ouest. On va s'intéresser à la manière dont le droit organise ou n'organise pas les rapports patrimoniaux à l'intérieur du couple au cours de cette première séquence de l'émission. Première question très simple d'abord, quel est le régime patrimonial qui est applicable aux personnes mariées ? Alors la détermination du régime patrimonial applicable aux époux dépend de plusieurs paramètres. Néanmoins, au préalable, il convient de s'assurer qu'il n'existe pas un élément d'extranéité, car lorsqu'un élément international est constaté, il faudra d'abord déterminer la loi applicable avant de pouvoir qualifier le régime matrimonial. Et dans l'hypothèse donc d'une union qui est entièrement soumise au droit interne, qu'en est-il dans ce cas-là ? Alors, si les époux se sont mariés sans contrat de mariage, ils sont soumis au régime de communauté légale, dite la communauté réduite aux acquêts, régie par les articles 1400 et suivants du Code civil. Ce régime matrimonial va organiser la répartition entre les biens propres, les biens possédés avant le mariage, les biens reçus par succession, par donation, biens personnels, et les biens communs, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, les gains, les salaires, y compris les revenus de propre. Ainsi que la responsabilité de la communauté au titre des dettes contractées par un époux ou l'autre. Alors, en sachant que il y a une forte présomption d'indivision, un récent arrêt de la Cour de cassation de la première chambre civile du 25 mars 2026 précise que, sauf preuve contraire, les biens sont réputés communs entre les époux. Dans cette affaire, monsieur considérait que des fonds qui avaient transité d'un compte bancaire qui lui était personnel sur un compte commun étaient des biens propres. Bien, la Cour de cassation dit que le fait de constater que l'origine des biens, c'est un compte bancaire personnel, n'est pas de nature à renverser la présomption de communauté. Donc la volonté des époux, c'est sans incidence. Alors, les époux peuvent décider d'opter pour un régime conventionnel. Il faut, dans ces cas-là, qu'ils aient un contrat fait par acte notarié. Ils peuvent, par exemple, opter pour un régime de séparation de biens. Chacun reste propriétaire, gestionnaire de ses biens présents et de ses biens futurs. L'opposé de la séparation de biens, c'est la communauté universelle. Alors effectivement, on pourrait aller complètement à l'opposé, avec le choix d'une communauté universelle dans laquelle tous les biens présents et futurs, ainsi que les dettes d'ailleurs, deviennent communs. On joindra souvent à ce régime de communauté universelle une clause d'attribution au conjoint survivant. Et puis entre les deux, il y a le régime de participation aux acquêts. Alors dites-moi ça. Alors le législateur, qui a failli d'ailleurs en faire le régime légal, c'est vrai, permet d'opter pour un régime qui est séparatiste pendant toute la durée du mariage et qui bascule vers une logique communautaire au moment de sa dissolution. C'est-à-dire que l'époux qui s'est le moins enrichi pourra prétendre à une créance de participation sur l'enrichissement de l'autre. D'accord. Alors comment on choisit le régime le plus adapté dans tout ça ? Alors,
Comme toujours, le choix du régime va dépendre de la stratégie ou des besoins du couple. Par exemple, si on veut assurer la transmission ou la protection, ce sera mieux dit, du conjoint survivant, on pourra opter pour un régime de communauté universelle avec attribution au conjoint survivant. Ce n'est pas sans inconvénient, car cela peut fragiliser la situation des enfants du couple, voire même d'ailleurs faire naître ce qu'on appelle une action en retranchement s'il y a des enfants qui sont issus d'unions précédentes. Quand un des époux exerce une activité indépendante, est-ce que le raisonnement doit être différent ? Oui, souvent, quand un époux a une activité qui peut être risquée, qui peut générer un risque économique important, on va s'orienter vers un régime de séparation de biens. Car cela permettra de préserver une partie du patrimoine familial à l'égard de poursuites de créanciers professionnels de l'époux qui a une activité indépendante. On peut concilier communauté, régime séparatiste avec participation aux acquis ? C'est possible tout ça ? Or, c'est très inventif. Pour les plus intrépides, ils pourront effectivement opter pour ce régime, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui va être séparatiste et qui va bénéficier des avantages du régime séparatiste pendant le mariage, et pour autant permettre finalement un partage de la richesse du couple au moment de la dissolution du mariage. Donc les époux doivent choisir forcément un modèle prévu au Code civil ? C'est souvent ce que l'on pense. En réalité, on peut imaginer des aménagements conventionnels presque sans limite, et on peut en donner un exemple avec un mécanisme assez bien maîtrisé qui est la société d'acquêt. C'est différent d'un régime de communauté. Pourtant, la terminologie est assez proche. Alors effectivement, on pourrait dire, mais quelle différence entre la société d'acquêt et la communauté réduite aux acquêts ? En fait, dans cette hypothèse, les époux qui sont mariés sous un régime de séparation de biens, qui sont donc propriétaires, gestionnaires de leurs biens personnels, vont créer conventionnellement une communauté de biens qu'ils ont déterminée. Donc en fait, on aura un régime séparatiste, chacun est propriétaire de son patrimoine personnel, et on y adjoindra une communauté plus ou moins importante, composée des biens que les époux auront déterminés. Sous la forme d'un contrat de mariage, c'est ça ? Alors, c'est forcément avec un contrat de mariage. D'abord, le régime de séparation de biens suppose un contrat de mariage, et la société d'acquêt doit être prévue dans le contrat de mariage. Donc, comment ça s'articule avec le régime séparatiste de base ? Alors, en fait, les époux vont adjoindre à leur régime qui consiste à dissocier complètement leur patrimoine personnel, un ensemble de biens communs. Alors, ça peut être des biens présents, ça peut être des biens futurs. Ils peuvent déterminer des biens certains, ils peuvent simplement déterminer une catégorie de biens qui entrerait dans cette société d'acquêt. Et là, cette masse commune, ça obéit aux règles de la communauté légale. Absolument. La société d'acquêt, c'est un des avantages d'ailleurs, va répondre complètement au régime de la communauté légale, enfin de la communauté de biens, comme c'est le cas dans le régime de communauté légale. Et c'est quoi les biens finalement qu'on peut mettre en communauté alors comme ça dépend de la stratégie de chacun. Exactement. Les époux, en fonction des besoins qu'ils veulent satisfaire, vont déterminer les contours de leur société d'acquêt. On peut imaginer par exemple le souci de protéger le conjoint survivant. Dans ce cas-là, dans ma société d'acquêt, je vais mettre des biens assez importants, le logement. C'est souvent à cela que l'on pense en premier. Pourquoi pas une entreprise, des valeurs mobilières, pourquoi pas. Et donc, ces biens seront communs aux époux, et je vais adjoindre à cela, un peu comme pour la communauté universelle, une clause d'attribution au conjoint survivant.
Ça, c'est qualifié d'avantage matrimonial, c'est ça? Oui, en 2017, la Cour de cassation a précisé que les biens propres que l'on mettait dans la société d'acquet devaient être considérés comme un avantage matrimonial. Et comment se traduit cette protection au moment du décès, alors? Alors en fait, ce que l'on a mis dans cette société d'acquet, et si on a pensé à mettre une clause d'attribution au conjoint survivant, sera transmis au conjoint qui reste après le décès du premier, et en échappant à tout partage successoral. Il n'y a donc pas de concours entre le conjoint survivant et les héritiers, ce qui assure sa sécurité. Ça, c'est le seul intérêt de la société d'acquet ou il y en a d'autres? Non, toujours dans le même état d'esprit. On peut envisager ou prévoir une société d'acquet comme un outil de transmission ou d'organisation patrimoniale professionnelle. Pour l'entreprise? Absolument. On peut mettre dans la société d'acquet une entreprise, par exemple un fonds de commerce, et notamment pour assurer, comme précédemment, la transmission au conjoint survivant. Ouais. Je mets l'entreprise dans la société d'acquet, clause d'attribution au conjoint survivant, ce dernier pourra poursuivre l'activité. Cela peut avoir un autre avantage. Si je mets l'entreprise dans une société d'acquet, elle devient commune. Et je peux envisager une donation partage, pourquoi pas au profit des enfants, avec un double abattement. Car puisque c'est commun, chacun des époux est considéré comme donateur. Et on ne va pas vous dire attention, abus de droit. Alors il faudra faire attention, il y a toujours un risque dans ce cas-là, et il faudra être en mesure de pouvoir prouver que ce montage, cette société d'acquet, a été faite principalement pour protéger le conjoint survivant et n'avait pas pour but exclusif, voire même principal, qu'un seul allègement fiscal. Est-ce que la société d'acquet, à l'inverse, peut aussi servir à exclure certains biens ? Tout à fait, toujours dans le cadre professionnel. On peut décider d'exclure, de ne pas mettre dans la société d'acquet précisément l'entreprise, quand c'est une entreprise personnelle de l'un des époux. Car, en cas de divorce notamment, l'entreprise restera propre à cet époux. On voit même d'ailleurs des contrats de mariage dans lequel il est indiqué tous les biens seront communs, sauf les biens professionnels. Parce que ça permettra à l'époux qui a développé cette activité professionnelle... Pas d'indemnisation dans ce cas-là. De ne pas devoir d'indemnisation, soit au conjoint ou à l'ex-conjoint en cas de divorce, soit aux héritiers si le mariage est dissous par décès. Est-ce que l'analyse elle est très différente en présence d'un élément d'extranéité dont vous parliez tout à l'heure, comme par exemple la nationalité étrangère d'un époux ? Alors, effectivement, comme je l'indiquais au tout début de notre entretien, il faut d'abord déterminer la loi applicable. Alors, la loi applicable va dépendre, ou les règles pour déterminer la loi applicable va dépendre de la date du mariage. Alors, on va voir les grandes étapes. Exactement. Donc, alors, si le mariage est antérieur au 1er septembre 1992, ce sont les règles de droit international privé français qui s'appliquent. Pour les mariages entre le 1er septembre 1992 et puis le 28 janvier 2019, c'est la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui s'applique. Et puis donc, pour les mariages célébrés à compter du 29 janvier 2019, c'est un règlement européen, le règlement européen 2016-1103, qui permettra de déterminer la loi applicable. Et quels sont les critères qui résultent justement de ce règlement de l'Union européenne ? Alors tout d'abord, les époux peuvent choisir la loi qui est applicable à leur mariage. Alors, cette loi va dépendre de la résidence habituelle de l'un des époux ou va dépendre de la nationalité de l'un des époux au moment du mariage. Ils peuvent très bien ne pas faire de choix. S'il n'y a pas de choix, la loi applicable au mariage va dépendre de la résidence habituelle des époux au moment du mariage. À défaut, on va déterminer la loi en fonction de la nationalité commune au moment du mariage,
Et puis toujours à défaut, eh bien on déterminera la loi en fonction de l'État avec lequel les époux ont le plus de liens directs. Le choix volontaire d'un régime ou le défaut de choix, est-ce que c'est immuable ? Non. Non. Depuis très longtemps... On peut changer quand on veut de régime matrimonial. Le Code civil permet aux époux de changer de régime matrimonial. J'évoquais tout à l'heure le régime de communauté universelle avec attribution conjoint survivant. Ça n'est jamais un mariage qui est choisi par un jeune couple. L'article 1397 du Code civil permet donc aux époux de changer de régime matrimonial. Ça doit résulter de toute façon d'un acte notarié, Alors, parce qu'il y a contrat de mariage. Absolument. Ça impose des règles formelles assez strictes. D'abord, il faut forcément un contrat de mariage. Et un contrat de mariage ne peut être fait que par acte notarié. De surcroît, dans le cas d'un changement de régime matrimonial, il faudra tout d'abord informer les enfants majeurs, communs ou non communs. Il faudra informer les créanciers et ces derniers pourront faire opposition. Et les créanciers et les enfants. Et les enfants. D'accord. Alors, évidemment, la question qui peut venir, c'est s'ils font opposition, que devient ma volonté de changement de régime matrimonial? Dans ces cas-là, j'irai devant le juge. Et c'est le juge qui, s'il estime que le changement de régime est conforme aux intérêts de la famille, pourra décider d'homologuer ce changement de régime malgré les oppositions qui sont faites. En présence d'enfants mineurs, c'est le notaire qui décidera de renvoyer au juge s'il estime que les intérêts des enfants mineurs ne sont pas suffisamment protégés. Il y a une loi qui supprime un délai de 2 ans aussi, non, c'est ça ? Alors absolument. Ouais. Pendant très longtemps, on ne pouvait changer de régime matrimonial qu'après un délai de 2 ans. On pouvait même faire plusieurs changements de régime matrimoniaux pendant le mariage, mais toujours en respectant ce délai de 2 ans. Et cette contrainte n'existe plus aujourd'hui. Et pour les partenaires pacsés, alors, comment ça se passe ? Alors pour les partenaires pacsés, on va parler de relation paximoniale. Je ne crains que ce soit un néologisme, mais le régime qui organise les biens ou la gestion des biens, et puis la gestion des dettes également du couple. Alors on commence par les Pacs les plus anciens, donc ceux avant 2007. Comment ça fonctionne ? Tout à fait. Ouais. Alors au tout début, le Pacs étant issu d'une loi du 15 novembre 1999... Ils sont soumis à cette loi ? Absolument. D'accord. Les Pacs antérieurs au 1er janvier 2007 et qui n'ont pas été modifiés depuis, sont soumis à cette loi de novembre 1999 avec une forte présomption d'indivision. C'est-à-dire tous les biens acquis par les partenaires pacsés deviennent indivis, mais on a eu vite fait de relever un degré de dangerosité relativement élevé, et c'est la raison pour laquelle la loi du 23 juin 2006 est venue réformer le régime patrimonial. Qu'est-ce qu'elle change alors, en fait ? Il y a 2 grands régimes, c'est ça ? Tout à fait. Qui existent. On inverse même la logique, c'est-à-dire que la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur au 1er janvier 2007, pose par principe que les partenaires pacsés sont soumis à un régime de séparation. Donc, le régime qui était un principe, un régime plutôt communautaire, devient un régime séparatiste par défaut, mais conventionnellement, ils peuvent opter pour un régime d'indivision et dire que, comme précédemment, presque comme précédemment, une partie de leurs biens seront indivis. Alors on a vu avant 2007, après le 1er janvier 2007, comment ça se passe ? Alors, à compter du 1er janvier 2007, par défaut, c'est un régime de séparation de biens. Chacun des partenaires pacsés reste propriétaire, gestionnaire de ses biens et responsable de ses dettes. Néanmoins, le législateur leur a laissé la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'opter pour un régime d'indivision. Donc conventionnellement, les partenaires pacsés peuvent décider d'être en indivision sur une partie de leur patrimoine. Mais dans la vie courante, quand on est en cohabitation, comment on distingue les biens personnels et les biens indivis ? Alors, c'est extrêmement compliqué, sachant que
Si un partenaire pacsé ne peut pas prouver qu'un bien lui est personnel, on Mmh. appliquera une présomption d'indivision. D'accord. Néanmoins, un partenaire pacsé qui peut justifier, par exemple, par un bon de commande, par une facture, pourquoi pas par un relevé bancaire, qu'il a acheté personnellement un bien, pourra combattre cette présomption Sinon, à défaut, d'indivision. c'est le bien... À défaut, présomption d'indivision par par moitié, chacun, donc 50-50. Et si les partenaires pacsés ne veulent pas de régime séparatiste? Alors, dans ces cas-là, ils doivent opter pour le régime d'indivision. C'est-à-dire que tous les biens qui seront acquis à compter de l'enregistrement de leur convention de Pacs seront considérés comme indivis, et d'ailleurs sans que l'un ou l'autre ne puisse aller exercer un recours contre son compagnon, sa compagne, au titre d'une contribution inégale au financement. Cependant, certains biens resteront toujours personnels. Il peut s'agir des deniers ou des biens qui étaient possédés avant l'enregistrement du Pacs. Il peut s'agir de biens qui ont été acquis avec des deniers avant le Pacs. Il peut s'agir des deniers acquis pendant le Pacs, mais qui n'ont pas été utilisés pour acquérir l'acquisition d'un bien. D'accord. Exactement. Tout ce qui provient également de donations, de successions, échappe à cette indivision. Et puis, il en ira de même pour l'acquisition de parts de biens, de quote-parts de biens, en cas de licitation, si le partenaire pacsé qui acquiert cette quote-part était lui-même déjà indivisaire dans le bien dont il rachète des quote-parts. Il nous reste les concubins. Alors, qu'en est-il pour eux? Alors, pour les concubins, il n'y a pas de régime patrimonial organisé, donc pas de présomption de communauté, pas d'indivision automatique. Autrement dit, il n'y a rien d'organisé. Rien d'organisé. Napoléon disait en son temps, les concubins ont voulu se passer de la loi se passera d'eux. Donc chacun reste propriétaire de ses biens. Exactement. Chaque concubin reste propriétaire de ses biens, présents ou futurs, et responsable également de ses dettes. Est-ce qu'il existe malgré tout des outils pour organiser leur vie patrimoniale commune, oui, s'ils le souhaitent? Absolument. Les concubins, notamment, peuvent par convention organiser la contribution de chacun aux dépenses, aux charges, aux dépenses du ménage. Alors, cela ne crée pas un régime de communauté, cela n'organise que la contribution de chacun aux dépenses de la famille. Ils peuvent aussi acheter en indivision, c'est assez classique sur le logement de la famille. Ils détermineront d'ailleurs les quotes-parts de l'indivision, souvent dépendant du financement apporté par l'un ou par l'autre. Ils peuvent faire une SCI? Exactement. Ouais. Ils peuvent aussi opter, c'est un peu plus compliqué, mais ils peuvent aussi opter pour une SCI, sachant que les parts sociales détenues par les uns ou par les autres dépendront des apports qu'ils auront pu faire. Mais dans le cas de l'indivision, comme dans le cas de la société civile immobilière, c'est le droit commun qui s'appliquera. Merci beaucoup Marc pour tous ces éclairages. Vous restez avec nous, on parle affaires dans un instant avec Franck. Et on accueille Franck sur le plateau. Bonjour Franck. Bonjour. Soyez le bienvenu. Franck, juriste consultant au pôle affaires du Cridon Ouest. On va parler de l'imposition sur le revenu du couple. Ça répond évidemment à des règles qui diffèrent selon la situation. Quand est-ce que ça fait l'objet d'une imposition commune ou d'une imposition séparée? Comment traiter les charges déductibles? On va faire le point maintenant. Avec cette première question peut-être très générale, le foyer fiscal en matière d'impôt sur le revenu, de quoi on parle? Alors pour bien appréhender cette notion, il faut partir de l'article 6 du Code général des impôts qui va justement poser ce principe, cette règle de répartition de l'impôt par foyer. Cette règle, elle consiste à cumuler les revenus, les bénéfices du contribuable et, s'il est marié, de son époux ou de son partenaire.
Il peut y avoir les enfants aussi. Il peut y avoir les enfants, Ouais. ou les personnes en tout cas qu'on a à notre charge. Mhm. Donc l'idée, c'est de cumuler les revenus de ces contribuables-là, du foyer, afin d'aboutir à un calcul unique de l'impôt sur le revenu. Et le principe d'imposition pour un couple marié, alors, quel est-il? Principe d'imposition commune pour le couple marié, et ce, quel que soit son régime matrimonial, Sur l'ensemble des revenus. sur l'ensemble des revenus, Mhm. sauf exception, on pourra en parler, ces exceptions-là, elles sont posées par l'article 6, quatrièmement, du Code général des impôts. Parce qu'il peut y avoir aussi les revenus des enfants à charge, mais effectivement, on y reviendra. Les partenaires qui sont liés par un PACS et les concubins notoires, est-ce qu'ils forment, eux, un foyer fiscal unique? Pour les uns, oui, pour les autres, non. D'accord. Le PACS, alors? Le PACS, Ouais. c'est une imposition commune, par principe. En revanche, pour les concubins notoires, au regard de l'impôt sur le revenu, ils vont chacun constituer Ils sont imposés un foyer distinctement. fiscal D'accord. distinct à chaque fois, exactement. Et c'est pas le cas par contre pour l'impôt sur la fortune. Mhm. Les concubins, pour l'impôt sur la fortune, ils vont constituer un foyer fiscal unique. Là, ça arrange plus l'État. C'est ça. Exactement. Alors, quels sont les cas dans lesquels des époux ou partenaires de PACS sont imposés séparément, en tout cas de plein droit? Exactement, donc c'est le fameux point 4 de l'article 6 du Code général des impôts qui va poser 3 cas finalement d'imposition séparée. Le premier cas, c'est celui des époux dont le régime est celui de la séparation de biens, Qui ne sont pas sous le même toit. et qui ne vivent plus sous le même toit. Ça, c'est un premier cas d'imposition séparée prévu par la loi. Le deuxième cas qu'on peut retrouver, c'est celui des époux qui sont justement en instance de divorce et, encore une fois, qui ont été autorisés à résider séparément. Et puis, il y a un dernier cas, c'est celui de l'abandon du domicile conjugal dès lors que chacun des époux dispose de revenus distincts. En fait. Donc ça, ce sont les 3 cas d'imposition séparée. En cas de divorce et d'imposition séparée, est-ce qu'on peut déduire la pension alimentaire qu'on verse pour l'entretien de l'enfant mineur? Oui, Ouais. à certaines conditions. Donc vous l'avez bien dit, il faut déjà que ce soit un couple qui fait l'objet d'une imposition séparée, Ouais. déjà. Et Ça peut être une rupture de PACS aussi? ça peut aussi être le cas, dès lors que nous n'avons pas à notre charge l'enfant. L'article 194 du Code général des impôts, il va poser justement le principe du quotient familial, et l'idée, c'est que si on a à notre charge l'enfant, il va être pris en compte dans notre quotient familial. Donc souvent, la personne qui n'a pas à sa charge l'enfant va pouvoir verser une pension alimentaire à l'autre parent qui, lui, aura à sa charge l'enfant en question, et celui qui verse la pension pourra la déduire de ses revenus, de son revenu global. Donc l'enfant, il est considéré à charge du parent chez lequel il réside, en fait, c'est ça? D'accord. Exactement. Il y a un principe pratique qui est posé par l'administration fiscale dans ce contexte-là, en effet. Quelles sont les conséquences pratiques d'une imposition séparée sur les revenus à déclarer par chacun, là? Alors, s'il y a un principe d'imposition séparée, dans ce cas-là, il va falloir déposer, chacun doit déposer une déclaration distincte. D'accord. Avec ses revenus, et puis, le cas échéant, les revenus communs qui peuvent... Ceux des enfants aussi? Ceux des et des enfants personnes à charge? Et des personnes à charge, encore une fois. Et est-ce qu'il faut déclarer aussi la quote-part des revenus communs? Oui. Il le faut également, oui, tout à fait. L'année de la cessation de l'imposition commune, chaque époux, ou chaque ex-époux, en l'occurrence plutôt, doit déclarer quoi dans ces cas-là? Il doit déclarer ses revenus. Ouais. Il doit également déclarer la quote-part de revenus communs qui lui revient. Donc ça peut, par exemple, les revenus fonciers, revenus de capitaux, exactement, qui peuvent arriver. En tout cas, c'est des revenus qui sont réputés communs, à défaut de preuve contraire. Et comment sont répartis les déficits et certaines charges déductibles après la séparation? Eh bien, chaque époux peut déduire de son revenu global les charges qu'il a personnellement assumées. Par principe, on va aussi les réputer répartis par moitié, sauf preuve contraire, encore une fois. Et le plafond des charges déductibles, comment ils c'est sont précis par époux. D'accord, ça c'est par époux, d'accord. Et lorsque les charges ont été supportées par les deux époux, c'est réparti par moitié dans ces cas-là? C'est ça, exactement. Merci beaucoup Franck. On passe maintenant à la rubrique IMO avec Marc.
Et pour cette rubrique IMO, on va se concentrer sur une situation très concrète. Deux concubins donc achètent leur logement ensemble. L'un veut s'assurer qu'en cas de décès, le survivant ne se retrouve pas en indivision avec les héritiers de son compagnon, parents, frères, sœurs, parfois enfants d'une première union. Et là, se présente le pacte tontinier, qui est une des réponses évidemment possibles. Une réponse ancienne, Marc, parfois redoutée et souvent mal comprise, mais vous allez évidemment nous éclairer tout cela. Le pacte tontinier, en quoi ça consiste ? En fait, il s'agit de l'acquisition conjointe d'un bien, le plus souvent c'est un immeuble, dans laquelle on prévoit que le survivant sera réputé être propriétaire de l'ensemble depuis l'origine, et qu'en revanche le prédécédé n'aura jamais eu de droit de propriété sur le bien. Donc ça, c'est utile pour protéger le survivant dans un couple. Tout à fait, car le survivant pourra prétendre à la pleine propriété du bien au décès de l'autre. Et ça évite l'indivision. Absolument. On invite, et surtout on évite, le concours avec des héritiers du prédécédé. Et ça peut être intéressant pour des partenaires pacsés, des époux séparés de biens, mais surtout pour des concubins. Ça repose sur une technique, la technique double condition, la tontine, c'est ça ? Absolument. Ouais. Parce que pour arriver à ce résultat, il a fallu imaginer le mécanisme juridique. L'acquisition conjointe que j'évoquais tout à l'heure se fonde sur une double condition. Chacun achète sous la condition suspensive de sa survie et la condition résolutoire de son prédécès. Wow. Alors, ce qui peut paraître compliqué, finalement, est assez simple. Prenons un exemple. On va prendre l'exemple. Ouais. Pierre et Laurence. Pierre et Laurence achètent un bien avec une clause de tontine. On peut parler aussi de clause d'accroissement. C'est synonyme. Pierre achète à la condition qu'il survive à Laurence, mais condition suspensive. Mais en même temps, il achète sous la condition résolutoire, c'est-à-dire il perdra ses droits s'il prédécède. Et Laurence va acheter avec une condition exactement parallèle, exactement réciproque. Mais c'est quoi l'intérêt d'un tel mécanisme qui a l'air extrêmement complexe ? Alors, si je reprends mon exemple, Pierre et Laurence ont acheté avec un pacte tontinier. Pierre prédécède. Ça veut dire que la clause résolutoire de son prédécès va s'exécuter. Donc, Pierre sera considéré comme n'ayant jamais eu aucun droit sur le bien. À l'inverse, Laurence, qui a acheté sous condition suspensive de sa survie, sera réputée propriétaire dès l'origine de l'intégralité du bien. L'intérêt, c'est qu'elle est propriétaire du bien et sans que ce bien n'entre dans la succession avec des héritiers, et notamment des enfants de Pierre, qui de surcroît auraient pu être issus d'une union précédente. Si les concubins achètent leur logement conjointement, est-ce qu'on ne doit pas considérer qu'ils sont en indivision ? Alors, on ne peut pas constater d'indivision, car ce mécanisme de double condition amène à considérer qu'au décès de l'un d'entre eux, celui qui a survécu est propriétaire du tout ab initio. Donc, il n'y a jamais eu d'indivision en propriété. En revanche, il faut reconnaître une indivision en jouissance, car du temps de la cohabitation entre les deux acquéreurs, eh bien, ils occupent le bien conjointement. Ouais, il y a une faiblesse quand même. Exactement. Ouais. Ça peut entraîner un inconvénient, c'est que, comme c'est pas une indivision, il n'y a pas de droit au partage sur le fondement de l'article 815 du Code civil. Le droit au partage permet à un indivisaire, s'il ne veut plus rester dans l'indivision, de déclencher le partage. Cela n'est pas possible en présence d'un pacte tontinier, ce qui veut dire que s'il y a une mésentente au sein du couple, comme ça n'est pas une indivision, il y a blocage.
Est-ce que les parties doivent respecter des conditions particulières afin d'assurer l'efficacité de la tontine? Oui, la tontine, au regard du mécanisme évoqué, est un contrat dit aléatoire. Finalement, c'est un pari sur l'avenir. Oui. Chacun Pari sur achète... sa survie, en fait. Absolument. C'est un pari sur sa propre survie, qui veut dire aussi un pari sur le prédécès de l'autre. On peut tout gagner ou tout perdre. Exactement. Ouais. L'aléa suppose que chacun peut soit gagner, je suis propriétaire dès l'origine de l'ensemble du bien, soit tout perdre, je n'ai jamais eu de droit sur le bien. Vous me direz, là où on est au moment où la question se pose, c'est surtout pas la préoccupation majeure de la personne. Et la Cour de cassation, elle a tranché sur ce sujet-là? Absolument. La Cour de cassation vérifie que le contrat est aléatoire et surtout, elle en tire une conséquence, notamment elle l'a décidé ou elle l'a affirmé en 2004, c'est que ça n'est pas une libéralité. L'acquisition conjointe sur le fondement d'une tontine est un acte à titre onéreux et ce caractère onéreux est justifié par le caractère aléatoire. S'il y a une grosse différence d'âge entre les conjoints? C'est une question qui est souvent posée. Ah oui. Le contrat ou le caractère aléatoire de ce contrat suppose que chacun peut perdre ou gagner, comme on l'a dit précédemment. S'il y a 45 ans d'écart... Si j'ai un écart d'âge trop important, il n'y a plus d'aléa. Il y a une forte supposition de prédécès de celui qui est le plus âgé. La question peut se poser aussi en cas d'un état ou de l'état de santé, du mauvais état de santé de l'un des acquéreurs. Dont l'issue est quasi certaine. Absolument. Si la personne est presque condamnée au moment où elle achète, on considère qu'il n'y a plus d'aléa dans la tontine, et donc on aura une requalification du contrat. Requalification en libéralité. Est-ce que la tontine bénéficie d'un régime fiscal spécifique? Alors, tout à fait, depuis une loi du 18 janvier 1980 qui a disposé un article, ou l'article 754 A du Code général des impôts. Car, civilement, l'acquisition avec une clause de tontine n'est pas une libéralité. On vient de le dire, c'est un acte à titre onéreux. L'administration fiscale, avec cet article 754-A, assimile la tontine à une libéralité. Ce qui veut dire que, au moment du prédécès de l'un des acquéreurs, le survivant devra payer les droits de mutation à titre gratuit sur la moitié de la valeur du bien au moment du décès. Il y a une exception résiduelle, cependant. Oui, très résiduelle, mais prévue dès le départ, toujours le même article, qui prévoit que si le bien qui a été acheté conjointement était la résidence principale, et s'il y avait bien cohabitation, et si de surcroît la valeur au moment du décès n'excédait pas 76 000 €, c'est quand même pas très élevé, les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquaient pas, on devait faire application, ou on peut faire application des droits de mutation à titre onéreux. Ça, c'est une faveur qui peut entraîner des effets indésirables aussi. Oui, car depuis, là c'est une loi de 1980, mais depuis, les personnes mariées et les partenaires pacsés bénéficient d'une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit au moment du décès de l'autre. Alors, s'ils entraient dans cette exception un peu particulière, habitation commune, moins de 76 000 €, ils pouvaient finalement être amenés à payer un droit de vente immobilier, alors qu'en réalité, la fiscalité des successions pouvait leur permettre de bénéficier d'une exonération totale. Ça a été corrigé par la loi de finances pour 2010, puisque l'article 754-A du Code général des impôts dispose que les époux mariés ou les partenaires pacsés peuvent décider d'opter, dans ce cas particulier, pour les droits successoraux, leur permettant de bénéficier d'une exonération totale. Bon, on en déduit quand même que fiscalement, c'est pas très intéressant, très avantageux, en tout cas, le pacte tontinier. Pour des concubins, non, car pour des concubins, si l'avantage civil est évident,
Ça permet d'éviter la réserve héréditaire. Ils devront payer 60% de droits sur la moitié de la valeur du bien qui reviendra en pleine propriété à l'autre. Pour les concubins non pacsés, ça revient cher. Oui, pour les concubins non pacsés. Souvent, on considère que cette fiscalité ou cette fiscalité lourde est un inconvénient peut-être rédhibitoire. Sur le plan civil, ça reste un avantage. Cependant, les concubins non pacsés pourraient trouver une parade en constituant une société. Ils constituent une société, la société est propriétaire du logement, et la clause de tontine porte non pas sur le logement, sur l'acquisition, mais sur les parts sociales. Dans les statuts. Absolument, car l'article 754 A du Code général des impôts ne s'applique pas au statut d'une société, aux parts sociales d'une société. Néanmoins, un arrêt récent de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 9 avril 2026 apporte une limite. 2 concubins avaient procédé de la sorte, l'un est prédécédé, et ce qui veut dire, au regard du mécanisme vu auparavant, le survivant est devenu titulaire de l'intégralité des parts sociales, et ce, dès l'origine. C'est une pure fiction. Et la Cour de cassation de dire, mais dans ces cas-là, c'est une société unipersonnelle, qu'elle était unipersonnelle dès le début, et cela n'est pas autorisé par le régime des SCI. Et la sanction, ça a été la nullité de la SCI. Il faudrait donc, si on utilise ce moyen-là, de faire entrer une 3e personne pour quelques parts sociales dans la SCI. Ça commence à devenir compliqué. Ouais. Merci beaucoup pour ces éclairages. Marc, on prend un cours d'histoire maintenant. En 1804, le Code civil pose un cadre, un modèle, un seul. Le mariage organise les patrimoines. Ce qui est à vous, ce qui est à deux. Par défaut, tout ce qui est acquis pendant l'union est commun, c'est la règle. Elle s'applique sans choix. Longtemps, ce modèle domine. Il structure les couples, il simplifie. Mais au XXe siècle, les équilibres évoluent. Les femmes travaillent, les patrimoines se diversifient, les risques apparaissent. En 1965, une réforme majeure intervient. Les épouses peuvent gérer leurs biens librement. Le couple devient un espace d'autonomie. À partir de là, une autre logique s'impose, celle du choix. Séparation de biens, communauté universelle, participation aux acquêts. Le régime matrimonial devient une option, puis une combinaison. Certains couples vont plus loin, ils organisent eux-mêmes leur équilibre. Ils créent des espaces communs dans un patrimoine séparé. Le couple n'est plus un cadre juridique, c'est une construction. Et comme toute construction, mieux vaut savoir sur quoi elle repose. Vous êtes notaire dans l'OST, vous nous interrogez chaque mois sur des cas concrets. Bien, on va répondre maintenant à vos questions. Et c'est Marc qui va y répondre. Et je salue en même temps Audrey qui nous a rejoint. Bonjour Audrey. Bonjour. Pour que dans un instant, vous nous donniez la liste des formations à venir par Coforme. On répond à une question aujourd'hui, Marc, si vous voulez bien. Elle nous vient d'un notaire de Vendée qui doit rédiger un acte de vente. Les acquéreurs mariés sont soumis à la loi marocaine. Il s'agit donc d'un régime matrimonial séparatiste. Pourtant, ils veulent inscrire dans l'acte de vente qu'ils achètent l'immeuble sous le régime de la communauté légale française afin que le bien soit commun. Est-ce que c'est possible? Alors, les époux ou les clients de ce notaire qui sont mariés sous un régime mais soumis à la loi marocaine pourraient effectivement changer la loi applicable à leurs relations patrimoniales. Le règlement européen du 24 juin 2016 permet effectivement aux époux, même après leur mariage, de faire le choix d'une nouvelle loi applicable. Donc les clients de ce notaire auraient la possibilité de choisir la loi française. Pour autant, cette possibilité est contrainte par des règles de forme
assez strictes. Tout d'abord, les articles 23 et 25 du règlement européen que je citais à l'instant disposent qu'il faut une convention matrimoniale écrite, datée et signée par les époux. Il faudra de surcroît respecter les règles de droit français, car on peut supposer que les clients de ce notaire ont leur résidence en France, et respecter les règles imposées par l'article 1394 du Code civil, et donc un acte notarié. En conclusion, les époux pourraient effectivement décider d'opter pour le régime de communauté légale français, mais pour cela, il leur faudra faire un changement de loi applicable dans les formes requises et que la mention qu'ils souhaitent simplement mettre dans l'acte de vente est tout à fait insuffisante pour remplir cet objectif. Merci beaucoup Marc pour cette réponse très précise. Les formations donc maintenant avec Audrey. Alors Audrey, quel est le programme qui nous attend ? Eh bien, zoom sur l'agenda de Coform avec une fin de mois de mai qui s'annonce particulièrement riche. Plusieurs formations importantes arrivent à grands pas avec encore quelques places disponibles. Commençons avec le 19 mai, une journée marquée par 2 rendez-vous complémentaires. D'un côté, à Bourges, une formation en droit des biens autour d'un format efficace et très opérationnel, éviter les pièges des servitudes en 20 questions, animée par Marc Araille. Le même jour, en visioconférence, une formation en droit fiscal abordera une problématique très actuelle, plus-value immobilière des non-résidents, quel réflexe pour le notaire français, avec Myriam Guémin-Pinoche pour sécuriser les pratiques dans un contexte internationalisé. Le 21 mai aura lieu à Angers, une formation en droit de la famille qui sera consacrée aux créances conjugales, typologie, régime juridique et liquidation, animée par Valériane Kermoual. À Niort, en droit rural, Marc Eraille proposera un focus sur la SAFER, les pièges des notifications, pour mieux maîtriser un contentieux spécifique mais stratégique. Enfin, en visioconférence, une formation en droit immobilier traitera du diagnostic de performance énergétique, audit énergétique et vente d'immeubles avec Denis Rousseau, au cœur des préoccupations actuelles du marché immobilier. On poursuit avec le 26 mai, en visioconférence, une formation en droit de la construction et de l'urbanisme, lot de lotissement, viabilisation et information de l'acquéreur, quelques précautions s'imposent, animée par Samantha Ramu. Enfin, le 28 mai, retour à Angers pour une formation en droit fiscal consacrée à la fiscalité de la location meublée avec Franck Monnier dans un contexte réglementaire toujours en évolution. Vous l'aurez compris, toutes ces formations sont à retrouver sur coform.fr. Date, programme, inscription. Le calendrier évolue régulièrement, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Merci beaucoup Audrey pour ce programme. Merci également à Marc. Merci à Franck qui est intervenu également tout à l'heure dans la rubrique Affaires. On se retrouve pour le prochain numéro, le numéro 12. On parlera de la construction sur sol d'autrui. À bientôt.